Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes les étapes de montage de cette robe et j'essaierai au maximum de vous donner mes meilleures astuces pour vous permettre de la réussir à coup sûr. Alors la première étape, ça consiste bien sûr à couper toutes vos pièces dans le tissu que vous avez choisi. Donc voilà ici mon tissu. Le côté le plus clair, c'est l'envers et le côté plus foncé, c'est donc l'endroit de mon tissu. Ça vous permettra de mieux vous y repérer. Alors au moment de couper les pièces, très important, je vous invite à bien reporter les crans qui sont indiqués sur le patronage. Donc un cran, ça se reporte de cette façon, donc une petite fente de quelques millimètres dans la marge de couture. Et c'est un repère qui va être très important au moment du montage. Il faut également penser à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli, comme par exemple ici l'empiècement, si vous avez choisi de le mettre, mais il y a aussi le dos par exemple qui est coupé au pli. Et là, au niveau du pli, eh bien, je réalise un cran, donc toujours cette petite fente dans la marge de couture, puisque cette pièce va s'assembler avec une autre, donc ça va me permettre de mieux savoir comment la positionner. Parmi les pièces à couper, certaines seront à thermocoller. Vous avez le récapitulatif dans le tableau situé sur la page du plan de coupe et c'est aussi indiqué sur chacune des pièces. Avant de couper vos pièces qui devront être thermocollées, je vous recommande de couper un morceau de tissu un peu plus grand que la pièce, environ 2-3 cm plus grand sur son pourtour. De thermocoller donc sur l'envers ce morceau de tissu et ensuite seulement de venir y couper votre pièce, tout simplement pour éviter une future déformation liée à la pose du thermo. Ensuite, je reporte les pinces sur l'envers du dos. Donc pour cela, le mieux c'est de marquer les extrémités de pince au moyen de crans. Ensuite, à l'aide d'une épingle, je pointe l'extrémité de la pince et tout simplement, je viens faire la jonction entre l'extrémité et chacun des crans à l'aide d'une craie, d'un stylo effaçable, enfin, comme vous préférez. Et enfin, vous allez pouvoir bloquer certaines lignes. Donc pour savoir précisément comment bloquer, je vous renvoie vers une vidéo dédiée à cette méthode en scannant le QR code que vous avez sur la notice de montage. Bloquer, ça signifie poser un droit fil thermocollant sur une ligne, par exemple ici une emmanchure, pour éviter sa déformation, que ce soit au moment de piquer, mais aussi ensuite au fil des lavages et des portées. Donc, alors petite précision ici, on va d'abord bloquer sur l'endroit du tissu, donc là je suis bien sur l'endroit, tout en s'arrêtant à 8-9 mm du bord pour éviter que le droit fil soit visible une fois les pièces montées. Alors, on va bloquer donc jusqu'à 8-9 mm du bord sur l'endroit les emmanchures. Et ensuite, toujours sur l'endroit, mais cette fois-ci jusqu'à 1,5 du bord, les épaules du dos. Sur l'envers du tissu maintenant, et toujours en s'arrêtant à 8-9 mm du bord, on va pouvoir bloquer l'encolure du devant en s'arrêtant au cran qui correspond à la ligne de poitrine. Et on va également bloquer l'encolure du dos, là aussi en s'arrêtant à 8-9 mm. Et enfin, toujours sur l'envers du tissu, on va pouvoir poser un droit fil thermo sur 2 des 4 pattes de boutonnage au niveau du haut de la patte, sur sa partie courbe, donc ici et là, donc en bas du décroché, ici c'est la fin de l'encolure. Donc ici, et je m'arrête au deuxième cran, puisque j'en ai un ici et un là. Toujours sur ces pattes de boutonnage là, je vais précasser, comme je l'ai déjà fait ici, l'autre côté, ici, sur 1 cm et sur toute la longueur de la patte. Donc pour précasser, si vous êtes habitué à mes vidéos, vous connaissez bien ce petit couturomètre en carton, qui est le report d'une graduation sur un morceau de carton. C'est plus facile parce qu'on peut passer le fer par-dessus. Et pour les parties courbes, j'en ai un plus petit, puisqu'il s'adapte mieux au déplacement sur les parties courbes. Donc je précasse
sur mes 2 pattes de boutonnage qui ont le droit fil thermo. Et enfin, toujours sur ces mêmes pattes de boutonnage, mais cette fois-ci sur l'endroit, j'ai reporté l'emplacement de la première boutonnière selon le patronage. Alors, première étape de couture, comme je l'ai déjà fait ici, j'ai piqué les pinces du dos. Donc si vous avez besoin de revoir comment préparer et piquer une pince, je vous renvoie vers la vidéo qui traite spécifiquement de cette technique que vous retrouverez en scannant le QR code sur la notice de montage ou bien sur ma chaîne YouTube. Ensuite, les ressources de ces pinces, donc le tissu qui est induit par la formation de la pince, je le plaque au fer vers le milieu, donc ici et là. Et ensuite, je viens glacer, c'est-à-dire piquer quelques points dans la marge de couture, de façon à maintenir cette ressource bien orientée comme je l'ai plaquée au fer. Donc j'ai piqué quelques points ici et là. Pour une version sans empiècement, on va pouvoir assembler les épaules au moyen d'une couture anglaise. Donc pour savoir précisément en quoi ça consiste, je vous renvoie vers la vidéo qui traite spécifiquement de cette méthode, à retrouver en scannant le QR code sur la notice de montage ou bien directement sur ma chaîne YouTube. Donc dans les grandes lignes, je positionne mes pièces tout d'abord envers contre envers. Donc là j'épingle, je mets mes épingles un peu loin du bord. Je fais correspondre les extrémités. Ici, le cran de l'épaule. Et là, je vais piquer à 8 mm. Donc, soit avec une machine à coudre classique, je pique à 8 et ensuite je réduirai de moitié la marge de couture. Soit avec une surjeteuse 3 fils, donc le surfil faisant 5 mm, je recoupe 3 mm en piquant à l'aide du couteau de ma surjeteuse. Voilà, donc je fais pareil avec l'autre épaule. Voilà donc la première couture qui est faite. Au fer, je l'ai plaquée d'un côté ou de l'autre, peu importe. Ça va m'aider à replier précisément sur la couture que je dois mettre au bord. Ici. Donc là, je peux également épingler. Et maintenant, je vais pouvoir coudre ici à 6 mm de façon à renfermer la marge de couture que je viens de créer. Et une fois que ma couture anglaise est terminée, comme ici, je la plaque au fer vers le dos. Pour une version avec empiècement, donc comme je l'ai choisi ici, je vais également positionner mes épaules envers contre envers, comme ici. Là encore, je fais correspondre les extrémités et le cran. Et tout simplement, je vais piquer à 1,5 cm du bord. Puis, je pourrais ouvrir la couture au fer. Ensuite, au niveau de l'empiècement et à l'aide du fer, j'ai précassé les lignes du devant et du dos de l'empiècement à 1 cm. Donc là encore, je me suis aidée de mon couturomètre. J'ai replié le tissu par-dessus et j'ai pu repasser avec de la vapeur. Donc attention simplement à l'angle du dos qui est en bas ici. Donc il faut bien veiller à ce qu'il arrive sur la ligne du milieu. Sinon ça donnera l'impression que votre dos est complètement décalé. Maintenant, cet empiècement, je vais pouvoir le poser sur l'endroit du dos assemblé au devant. Donc, envers de l'empiècement sur endroit de mon tissu. Donc, de cette façon. Et là, je vais faire correspondre les différents crans. Donc là, par exemple, je retrouve le cran du milieu dos. Je positionne une première épingle. Et je fais également correspondre tout le pourtour, puisqu'en fait, ces lignes sont parfaitement identiques. Donc, ça doit s'assembler sans problème.
Donc là, je retrouve différents crans sur tout le pourtour. Donc j'épingle soigneusement. Je peux m'aider du fer pour le positionner bien à plat. Aux extrémités, donc là où j'ai précassé, je rentre bien, je laisse bien rentrer le pli précassé justement. Et maintenant, enfin une fois que ce sera fait, je vais pouvoir surpiquer. Alors au niveau des lignes précassées, donc ici et là, je surpique à 2 mm. De même que sur le devant, ici et là, je surpique à 2 mm. Sur le reste des lignes, donc sur toutes les bordures, je vais glacer, donc c'est-à-dire simplement piquer quelques points dans la marge de couture pour le maintenir bien en place à 7-8 mm du bord puisque j'ai une marge de couture de 1 cm. Je reviens sur les surpiqûres. Alors vous pouvez tout à fait les réaliser dans un fil contrastant, ça peut être assez sympa, ça donne un petit effet un peu de style. Attention simplement dans ce cas à faire des points qui soient bien réguliers et bien tous à 2 mm du bord puisque plus le fil va être contrastant forcément et plus la surpiqûre va se voir. Et donc voilà ce que ça donne une fois que mon empiècement est piqué, donc surpiqué à ce niveau-là et glacé, donc piqué à 7-8 mm au niveau des bordures. Donc j'ai fait ça d'un seul tenant. Comme mes épingles étaient positionnées perpendiculairement à ma future couture et surtout loin de ma surpiqûre, j'ai pu les laisser au moment de piquer, donc ça donne un meilleur maintien de l'empiècement. Donc maintenant je vais pouvoir les retirer et donner un dernier coup de repassage. Si vous avez choisi l'option froufrou sur le devant, on va pouvoir s'en occuper dès maintenant. Donc on va prendre les deux froufrous et on va les positionner endroit contre endroit sur le petit côté qui comporte un cran. Donc je fais correspondre ces crans, j'épingle et ensuite je vais pouvoir piquer à 1 cm puis ouvrir la couture au fer. Et une fois que ma couture est faite, je vais plier ma bande en deux, envers contre envers. Je vais pouvoir positionner quelques épingles sur toute la longueur. Et sur ce bord-là, je vais piquer 2 fils de fronce et parallèles dans la marge de couture de 1 cm. Donc un fil de fronce, ça s'obtient avec un point très long et une tension du fil très faible. Et donc voilà mes fils de fronce qui ont été piqués. Donc c'est toujours mieux d'en faire 2 plutôt qu'un seul. Donc 2 dans la marge de couture, ça permettra d'avoir une plus jolie répartition des fronces. Ensuite j'ai écrasé ma bande au fer. Et maintenant je vais pouvoir la positionner sur l'endroit du devant. Et je vais commencer par faire correspondre son milieu, donc qui correspond ici avec la couture. Et là avec le cran du milieu dos qui est ici, donc je les superpose. Et j'épingle les 2 morceaux bord à bord. Ensuite, je vais faire tout le tour. Je ne vais pas froncer pour le moment, mais je vais commencer par faire correspondre tous les crans. Donc ici, je retrouve un cran qui correspond avec la couture de l'épaule. Là, j'ai un petit cran sur le haut du devant. Puis, à nouveau un cran ici. Là, le cran de la poitrine. Et enfin, les extrémités, elles, arrivent bord à bord. Maintenant que j'ai posé ces épingles, je vais pouvoir tirer sur les fils de fronce de façon donc à froncer. Et le but étant que les différentes longueurs se correspondent. Donc j'attrape uniquement mes fils de fronce du haut, si j'y arrive. Voilà, hop. Je tire et je vais aller amener mes fronces tout en haut, donc au niveau du milieu de la patte.
pour pouvoir les répartir petit à petit en partant d'ici et en descendant jusque là. Et je vais donc les répartir tronçon par tronçon. Donc là, manifestement, j'ai laissé un peu trop de tension dans mon fil, donc elles sont un peu dures. Elles sont un peu dures à répartir. Donc voilà, j'ai finalement réussi à répartir mes fronces sur tout le tour, non sans mal. Donc ne faites pas la même erreur que moi, piquez un fil de fronce avec une tension vraiment très très faible et un point très très long. Et ensuite, donc au moment de tirer sur les fils de fronce et de les décaler jusqu'au milieu dos ici, allez-y vraiment très doucement pour surtout pas casser les fils de fronce, sinon il faudrait recommencer de zéro. Donc voilà, j'ai réussi à les monter jusque là, mes fronces, et maintenant je vais commencer par le milieu dos pour les répartir plus finement entre chaque tronçon, donc entre chaque épingle. Donc je m'aide d'un poinçon, donc cette pointe métallique qui permet d'agripper le tissu sans l'abîmer. Donc là, je fais une répartition précise de mes fronces, plus jolie. Je positionne le volant parfaitement bord à bord. Et une fois que c'est OK, je rajoute pas mal d'épingles. Autant que je souhaite, à partir du moment où elles restent perpendiculaires à la future couture, ce ne sera pas gênant au moment de piquer. Voilà, donc je réalise cet épinglage sur tout le tour. Donc là, c'est une étape un petit peu fastidieuse, mais ce sera très visible puisque sur le devant, donc je vous invite à prendre votre temps pour faire une jolie répartition des fronces et avoir un beau rendu. Ensuite, une fois que l'épinglage sera fait sur tout le tour, je vais pouvoir glacer mon volant, mon froufrou, en piquant dans la marge de couture. Donc glacer, c'est-à-dire tout simplement piquer donc dans la marge de couture de 1 cm ici, pour le maintenir bien bord à bord. Et donc voilà ce que ça donne une fois que mon volant est piqué. Aux extrémités, j'ai glacé également le froufrou, donc en le piquant bord à bord. Maintenant, je vais pouvoir retirer toutes mes épingles. Je peux m'aider du fer pour écraser un peu les froufrous. Je vais pouvoir, pourquoi pas, recouper un peu les effilochures. Et ensuite, pas de modification pour le reste du montage. Et je vais maintenant pouvoir fermer les côtés au moyen d'une couture anglaise. Donc j'ai commencé par positionner mes deux côtés, dos et devant, envers contre envers. J'épingle les extrémités. Et je vais faire cette première couture à 8 mm. Donc ce que j'ai déjà fait de l'autre côté. Alors là, j'ai piqué à la surjeteuse de façon à avoir ici un surfil de 5 mm et le couteau a automatiquement recoupé 3 mm. Sinon, je pique à la piqueuse plate, machine à coudre classique, à 8 mm et ensuite, je recoupe de moitié la marge de couture. Une fois que la première couture est faite, je peux m'aider du fer pour l'écraser. Et ensuite, je vais replier le long de cette même couture. Là encore, j'épingle. Et je vais maintenant piquer à 6 mm de façon à renfermer la marge de couture que j'ai créée précédemment. Et une fois que ma couture anglaise est terminée, je la plaque au fer vers le dos. Pour réaliser la jupe A, donc la jupe rectangle froncée, je vais commencer par assembler ses côtés au moyen d'une couture anglaise. Donc la ligne de côté, c'est celle qui comporte un seul cran, voilà, qui est là. Donc là, j'ai mon dos. Et donc de part et d'autre du dos, je vais pouvoir venir faire correspondre un devant
envers contre envers. Alors là, c'est pas la bonne ligne puisque j'ai 2 crans. C'est donc l'autre qui doit lui correspondre. Donc j'épingle le cran, les extrémités, et ici, je vais pouvoir réaliser une couture anglaise, comme je l'ai fait précédemment sur les côtés du top, puisque j'ai une marge de couture de 1,5, donc première couture à 8 et deuxième à 6 mm. Ensuite, la marge de couture, je vais pouvoir la plaquer au fer vers la jupe devant, donc comme je l'ai déjà fait de l'autre côté ici. Donc là, j'ai bien mon devant qui s'arrête là. Et j'ai donc plaqué la marge de couture de ce côté-là. Ensuite, sur la ligne du haut de la jupe, donc la ligne qui comporte l'écran, j'ai piqué 2 fils de fronce et parallèles dans la marge de couture de 1 cm. Donc mes fils de fronce, je les obtiens en prenant un point très très long, une tension du fil vraiment très très faible, et bien sûr pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin, au contraire je laisse dépasser les fils pour pouvoir dans un deuxième temps tirer dessus et froncer. Donc pour le moment je ne fronce pas, hein. Ici les fronces sont obtenues directement après avoir piqué à la machine, et je vais pouvoir assembler la jupe au bas du top en positionnant les pièces endroit contre endroit. Donc je retrouve ici mes 2 pinces et donc là le cran du milieu dos. Donc je vais commencer par faire correspondre le cran du milieu dos. Donc là il s'agit de crans qui ont été marqués au milieu de ces pièces qui étaient coupées au pli, donc sur le pli des pièces. Donc là, je fais correspondre ce premier cran, j'épingle, et ensuite je vais faire correspondre tous les autres crans ainsi que les extrémités. Donc là, j'ai la couture de la pince qui correspond au cran suivant. Puis la couture du côté qui correspond avec la couture du côté de la jupe. Donc les marges de couture ont été positionnées l'une vers le devant, l'autre vers le dos, donc elles se retrouvent en quinconce pour limiter les surépaisseurs. Ensuite, j'ai à nouveau un cran ici que je retrouve là sur la jupe. Donc la jupe est bien plus longue, hein, bien sûr, puisque on va dans un deuxième temps pouvoir la froncer pour faire correspondre les longueurs. Et ici, je fais correspondre les extrémités. Donc ensuite, je ferai pareil de l'autre côté et je vais travailler d'un côté puis de l'autre pour donc, tirer maintenant sur mes fils de fronce. Donc je récupère les 2 fils du haut qui sont là. Je tire. Et je vais pousser, donc je tire délicatement, il ne faut surtout pas casser les fils de fronce, sinon il faut recommencer. Je tire mes fronces jusqu'au milieu dos, sans retirer mes épingles. Donc là, je prends mon temps pour bien les décaler. Alors, parfois, ça coince un peu, mais on y va doucement. On les tire petit à petit. Donc là, je suis au milieu dos, je suis quasiment arrivée. Voilà, là, je pense que j'ai même un peu trop froncé, puisque je dois avoir une longueur de jupe froncée identique à la longueur du buste. Et maintenant, je vais travailler tronçon par tronçon, donc un tronçon étant délimité par 2 épingles. Et je vais pouvoir m'aider d'un poinçon, par exemple, ou d'une épingle. Alors, mon poinçon, je vais le chercher, il est ici. Donc, c'est une pointe métallique qui me permet d'agripper le tissu sans l'abîmer. Et donc, je positionne
un doigt sur chaque épingle pour maintenir l'ensemble bien à plat. Et là, je peux tirer mes frances, enfin tout simplement pour les répartir joliment et uniformément. Et donc faire correspondre les longueurs, bien sûr. Et une fois que c'est fait, j'épingle en laissant mes tissus toujours bien bord à bord. Et donc je pars du milieu dos et je vais jusqu'au côté, d'un côté puis de l'autre, avec la même technique. Et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir assembler le haut de la jupe avec le bas du buste en piquant à 1 cm. Et une fois que ma couture est faite, je réalise sa finition soit au moyen d'un biais fin, soit au moyen d'un surfil, comme je l'ai fait ici, puis au fer, je la plaque vers le buste. Pour les jupes B et C, je n'ai pas de couture de côté, donc je vais pouvoir dès maintenant assembler le haut de la jupe sur le bas du buste au moyen d'une sorte de couture anglaise, puisqu'elle va nous permettre de créer une glissière pour ensuite venir y piquer un élastique. Donc, première chose à faire, je repère ici le cran du milieu dos, donc qui est au milieu de ma jupe, donc qui est là. Et je positionne mes pièces envers contre envers en faisant correspondre les différents crans. Donc j'ai là mon cran du milieu dos qui correspond avec le cran du milieu dos du buste. Ensuite, je retrouve un cran qui correspond à la pince. Puis un autre cran qui correspond à la couture de côté de mon buste. Et enfin, un cran sur la ligne du devant. Et les extrémités, elles, doivent se correspondre. Donc ici, les lignes ont exactement les mêmes longueurs, puisque ce n'est pas, enfin, le haut de la jupe n'est pas froncé. Donc l'épinglage est assez facile, donc toujours en positionnant mes pièces bien bord à bord. Donc je vais faire pareil sur tout le tour de ma jupe, de cette ligne de taille, et ensuite je vais pouvoir piquer à 8 mm. Donc soit avec une surjeteuse, je pique, je fais un surfil de 5 mm et le couteau recoupe 3 mm, soit je pique avec une machine à coudre classique à 8 mm et ensuite je diminue de moitié la marge de couture. Donc j'ai réalisé cette première couture. Au fer, je l'ai plaquée d'un côté ou de l'autre, peu importe. Maintenant, je vais replier le long de cette couture, positionner quelques épingles. Et là, c'est là la différence par rapport à une couture anglaise classique, c'est qu'au lieu de piquer à 6 mm, je vais piquer à 1 cm de façon à créer une glissière, puisque dans un deuxième temps, on viendra passer un élastique dans cette marge de couture pour donc pouvoir élastiquer la taille de cette robe. Donc je pique ici à 1 cm sur tout le tour. Et donc une fois que l'assemblage du buste et de la jupe est terminé, donc ça donne comme une grosse marge de couture anglaise, si ce n'est qu'elle est plus large puisqu'elle fait 1 cm pour me permettre d'y passer un élastique. Donc dès maintenant, je vais prendre un long morceau d'élastique, donc plus long que mon tour de taille, et je vais le passer à l'intérieur de la glissière. Donc j'utilise pour ça soit une aiguille à bout rond, donc comme j'ai ici par exemple, soit une épingle à nourrice ou une autre méthode que vous trouverez facile. Voilà, et je la passe par une extrémité ici. Et je fais tout le tour pour ressortir de l'autre côté. Et une fois que mon élastique est sorti à l'autre extrémité, je vais pouvoir le piquer
de glacer, donc dans cette marge de couture uniquement, enfin dans sa glissière, et je pourrai recouper l'élastique qui dépasse. Ensuite, j'essaierai la robe, je l'enfilerai et je vais pouvoir recouper l'élastique à la longueur que je souhaite, sachant, attention, que la robe n'a pas encore sa patte de boutonnage qui mesure 3 cm de large. Et donc une fois que j'aurai pu recouper l'élastique à la bonne longueur, donc environ mon tour de taille, je pourrai glacer également l'autre extrémité de l'élastique. Et donc voilà mon élastique qui est fixé aux extrémités, donc sur la largeur de la glissière uniquement. Et donc finalement j'aurais pu d'emblée couper un élastique à la longueur de ma taille pour le passer dans cette glissière et donc avoir immédiatement la bonne longueur d'élastique. Et maintenant, je vais pouvoir faire correspondre mes pattes de boutonnage 2 à 2. Donc une patte de boutonnage non précassée avec une patte de boutonnage précassée. Et je vais les positionner endroit contre endroit de façon à épingler cette ligne-là, donc la ligne la plus courte, celle qui se situe au bas de la courbe. Donc je les superpose endroit contre endroit. Je les mets bien bord à bord et là, je fais correspondre les différents crans. J'en ai sur toute la longueur, ainsi que les extrémités qui arrivent bord à bord. Une fois que l'épinglage sera fait, je vais pouvoir piquer à 1 cm sur toute la longueur. Et après avoir piqué, donc comme je l'ai déjà fait sur l'autre patte de boutonnage, je vais pouvoir ouvrir cette marge de couture à l'aide de mon fer. Donc là, ma marge de couture est ouverte pour enfin repositionner l'ensemble, plier en fait le long de la couture que je viens de faire. Donc positionner mes pattes envers contre envers et écraser le tout à l'aide de mon fer. Et maintenant, je vais pouvoir épingler la patte de boutonnage non précassée sur le devant en positionnant les pièces endroit contre endroit. Donc j'ai ici ma patte de boutonnage. Je prends le côté non précassé, donc qui est là, pour le positionner endroit contre endroit. Alors je commence par faire correspondre le cran du haut et il doit correspondre avec un cran qui se situe très haut, donc très proche de la couture de l'épaule, du dos et du devant. Donc je retrouve ce cran qui est là, je les superpose, je mets les pièces bord à bord et j'épingle. Ensuite je continue, je vais trouver différents crans. Donc j'en ai un second ici. Entre ces deux épingles-là, je vais pouvoir en rajouter une ou plusieurs de façon à positionner les pièces bien à plat et bord à bord, comme toujours. Ensuite, je descends, je trouve un cran là qui correspond à la couture de la taille. Donc alors attention, il y a un cran qui correspond aux jupes B et C et un cran qui correspond à la jupe A. Donc là, je me suis trompée, j'ai fait les deux crans sur la patte de boutonnage, mais j'ai bien celui du bas qui correspond à cette jupe C. De l'autre côté, la marge de couture, enfin qui se trouve être la glissière, je la positionne vers le buste et j'épingle l'ensemble. Voilà, et je continue jusqu'en bas de la jupe pour faire correspondre le cran suivant. Et enfin, l'extrémité au bas de la jupe. Sur cette ligne-là, je vais maintenant piquer à 1 cm et ensuite je pourrai plaquer la marge de couture vers la patte de boutonnage. Et une fois que la patte de boutonnage est assemblée, la marge de couture plaquée au fer vers la patte, je vais pouvoir m'occuper de l'ourlet au bas de la jupe.
Alors pour les jupes A et C, donc jupe A, jupe rectangle froncé et jupe C, jupe quart de cercle, je vais précasser sur 2 fois 7 mm. Alors ici, j'ai commencé par surfiler le bas de la jupe, c'est plus confortable puisque ça recoupe les effilochures et puis ça mesure automatiquement 5 mm. Donc là, j'ai précassé une première fois sur 7 mm, puis une deuxième fois à nouveau sur 7 mm. Alors c'est vraiment important de précasser au fer ce type d'ourlet, puisque comme la jupe est assez courbe, enfin la jupe C notamment, est assez courbe, ça va éviter à l'ourlet de vriller, donc ça donnera un rendu plus joli. Attention cependant à ne pas déformer, ne pas étirer le bas de la jupe. C'est mieux de déplacer le fer plutôt que de le laisser glisser pour justement éviter toute déformation. Pour la jupe B en revanche, donc la jupe demi-cercle, je vais précasser non pas à 2 x 7 mais à 2 x 5. Donc je peux commencer par réaliser une piqûre morte, c'est-à-dire réaliser une ligne de couture à 5 mm du bord sur tout le tour, ou bien un surfil, et je précasse une première fois selon cette ligne de couture ou ce surfil, puis une deuxième fois à nouveau à 5 mm. Ensuite, je vais pouvoir réaliser un fourreau d'angle au niveau du bas de la patte de boutonnage. Donc je déplie l'ourlet que je viens de précasser. Je laisse plier le pli que j'ai sur le bord de la patte. Je peux même l'épingler. Et je vais plier endroit contre endroit le long de la couture d'assemblage de mes deux pattes pour positionner l'ensemble bord à bord. Ensuite, je vais piquer ici sur la largeur de la patte uniquement. Alors pour les jupes A et C, je vais piquer à 1,5 cm du bord et pour la jupe B, je piquerai à 1 cm du bord. Donc je dois retomber, je dois piquer en fait sur le deuxième pli de l'ourlet que j'ai marqué précédemment. Et une fois que ma couture est faite, donc sur la largeur de la patte uniquement, je vais dégarnir cette marge de couture jusqu'à 1 cm de la couture d'assemblage de ma patte de boutonnage avec mon devant. Donc je m'approche jusqu'à peu près 5 mm de la couture que je viens de faire. Et là, je m'arrête donc à 1 cm de ma couture d'assemblage qui est là. Et je peux recouper la petite pointe également. Puis une fois que c'est dégarni, je vais retourner sur l'endroit. Moi j'aime bien plier le long de la couture, ça aide à former un bel angle. Je retourne et là je peux m'aider d'un poinçon ou d'un retourne-angle, donc une pointe comme ceci, pour un peu plus joliment, enfin faire ressortir mon angle un peu plus joliment. Voilà, une fois que je suis là, je vais épingler le démarrage de mon ourlet. Donc là, je le replie à nouveau comme il faut. Et j'épingle également la patte de boutonnage qui doit tout juste recouvrir la marge de couture d'assemblage de la patte avec le devant. Donc là, j'épingle simplement le démarrage. Ici de mon ourlet et donc cet angle-là entre l'ourlet et la patte. Et maintenant, on va pouvoir rabattre l'autre côté de la patte de boutonnage de façon à venir tout juste recouvrir sa couture d'assemblage sur le devant. Alors avant de positionner mes épingles, je réfléchis au sens dans lequel je vais piquer. Donc moi en l'occurrence sur ce côté-là, je vais piquer endroit vers moi puisqu'on va faire une surpiqûre à 2 mm et je vais commencer par le bas de la jupe, je vais piquer dans ce sens-là. Donc je vais orienter la pointe de mes épingles dans ce sens-là. Voilà, je vous recommande vraiment de faire ça, surtout quand il s'agit d'une surpiqûre, puisque pour avoir une surpiqûre propre, c'est important de retirer les épingles avant d'arriver dessus. Et donc c'est plus facile si elles sont orientées à l'opposé de la couture. Et deuxième chose, je n'épingle pas horizontalement ici puisque j'ai envie que ma patte
arrive précisément, recouvre précisément sa couture d'assemblage. Donc je préfère les positionner dans le sens inverse de ma future couture, mais parallèle. Ou du moins même à l'endroit de ma future couture. Voilà, donc je positionne autant d'épingles que je souhaite. L'idée, c'est que tout tombe bien à plat et que cette couture soit recouverte sur toute la longueur. Je peux m'aider du fer, bien sûr. Et je l'épingle jusqu'en haut. Donc là, je retrouve des crans sur le côté qui a été précassé. Ça peut aussi m'aider à la positionner correctement. Et ici, sur l'extrémité haute de la patte, donc là, en fait, je suis au niveau de l'encolure, je vais positionner les encolures de mes deux pattes parfaitement bord à bord. Voilà, donc je surpique sur toute cette ligne à 2 mm. Et je vais pouvoir également glacer ici les deux épaisseurs de ma pâte de boutonnage. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma pâte a été surpiquée. Donc on voit la jolie surpiqûre ici, qui prend bien toutes les épaisseurs au dos et donc qui va jusqu'en haut de la pâte pour terminer ici, donc par un point permettant tout simplement de fixer les deux épaisseurs bien bord à bord. Ensuite, tant que j'étais là, j'en ai profité pour surpiquer l'ourlet au bas de la jupe. Là aussi sur tout le tour, donc pâte de boutonnage comprise. Alors sur les jupes A et C, je surpique à 5 mm puisque j'ai un double repli de 7. Et sur la jupe B, je surpique à 3 mm puisque j'ai un repli de 5. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'écrase bien au fer. C'est assez normal qu'après la couture, on ait l'impression que l'ourlet vrille un peu, mais avec un fer et pas mal de vapeur, ça se repositionne bien à plat à condition que l'ourlet ait bien été précassé 2 fois au préalable. On va maintenant pouvoir passer aux manches et la première chose à faire, comme je l'ai déjà fait ici, j'ai piqué un fil de fronce à 8-9 mm du bord entre les crans les plus éloignés du cran de tête de manche qui est là. Je suis même allée légèrement au-delà des crans. Et ensuite, au bas de la manche, je coupe la fente en me référant au patronage. Ensuite, je vais prendre ma bande pour fente indéchirable, donc voici, et comme là, je vais précasser un des côtés à 8 mm, donc pourquoi pas, en m'aidant comme toujours de mon couturomètre pour mesurer et repasser à l'aide de mon fer. Une fois que le pli est marqué, je vais plier ma bande en deux et je vais marquer son milieu au moyen d'une épingle. Puis je vais pouvoir épingler l'endroit de ma bande sur l'endroit de ma fente ouverte. Donc je prends bien l'endroit du bas de manche de ma fente et je l'ouvre de façon à faire correspondre les deux extrémités avec les extrémités de ma bande. Je l'épingle, mais attention, je laisse dépasser la bande ici de 2 mm. Je commence par épingler les extrémités. Bord à bord puisque les longueurs sont identiques. Et l'épingle que j'ai mise là au milieu de ma bande correspond avec le milieu de ma fente qui lui doit se trouver non pas à 2 mm mais à 3-4 mm du bord de la bande. Et donc ça fait comme ça marque un petit décroché au niveau
du milieu. Donc là, je l'épingle autant que possible à 2 mm. Pareil de l'autre côté. Et simplement ici, au niveau du milieu de la bande, on voit qu'il y a un petit décroché. Ça forme comme un petit V, puisque le milieu de ma fente s'éloigne un petit peu plus du bord de ma bande. L'idée, c'est de créer le moins de plis possible ici au niveau du milieu de ma fente. Une fois que l'épinglage me convient, je vais piquer à 5 mm du bord de ma bande, donc en prenant 3 mm sur la fente au niveau de la manche. Et donc voilà ma couture qui a été faite. Donc là, je suis tout le long à 5 mm du bord de ma bande. Et ici, au niveau du milieu, donc je conserve ce petit décroché inévitablement puisque j'essaye de créer le moins de plis possible côté manche. Quand j'arrive de part et d'autre de ce milieu, ici, je réduis de beaucoup la longueur des points de façon à avoir une couture des plus solides. Maintenant, je peux retirer les épingles. Ensuite, au fer, j'ai plaqué la marge de couture vers la bande et je vais basculer l'autre côté de la bande par-dessus cette marge de couture de façon à recouvrir sa couture d'assemblage sur environ 2 mm. Donc là, j'épingle. Je dois avoir une longueur de bande identique tout le long. Et maintenant, je vais piquer donc en me mettant de l'autre côté. Je vais piquer ici dans le sillon de la couture d'assemblage de la bande sur toute la longueur de façon à prendre toutes les épaisseurs. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma couture est faite. Donc là, je ne suis pas précisément dans le sillon. Parfois, ça ressemble un petit peu à une surpiqûre. Enfin, c'est pas très grave, ce sera vraiment pas très visible à ce niveau-là. Ensuite, je plie ma bande en deux et au niveau de son extrémité, ici, je vais piquer quelques points en diagonale. Et donc voilà l'extrémité de la bande qui est piquée. Alors on voit peu mes points, mais ils sont là. Donc j'ai bien piqué ici en diagonale sur la largeur de la bande uniquement. Et donc ça permet de rendre cette fente indéchirable. Ensuite, je vais m'occuper des plis en bas de manche. Je retrouve pour cela des crans que je vais superposer 2 à 2, endroit contre endroit. Et je vais piquer dans le prolongement des crans sur 1,5 cm. Donc là, j'ai deux plis à marquer au bas des manches. Donc mes 2 plis sont piqués. Maintenant, je vais plaquer leurs ressources vers le plus grand côté de la manche, de même que la bande de ma fente indéchirable, que je plaque également du même côté. Donc je mets du fer pour bien plaquer l'ensemble et ensuite je vais glacer tout ça, donc c'est-à-dire piquer quelques points dans la marge de couture pour maintenir l'ensemble plaqué du bon côté. Et donc voilà ces extrémités qui sont glacées au moyen de quelques points dans la marge de couture. Et maintenant, je vais pouvoir fermer les côtés de ma manche au moyen d'une couture anglaise, comme on l'a vu précédemment.
Et une fois que ma couture anglaise est faite, comme ici, je la plaque au fer vers le devant, sachant que le cran double dans la tête de manche correspond au devant. Donc un cran double, c'est un cran, enfin, deux crans espacés de 1 cm. Donc je la plaque au fer comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir m'occuper du poignet. Donc comme ici, j'ai commencé par plier mon poignet en deux, envers contre envers. Donc le poignet est une pièce thermocollée. Donc je l'ai plié en deux, j'ai marqué le pli au fer. Et ensuite, sur l'un des deux côtés, j'ai précassé, donc au fer, un repli de 1 cm. Ensuite, je vais fermer les côtés du poignet. Donc pour cela, je le plie endroit contre endroit. J'ouvre le dernier pli que j'avais précassé. Et sur chaque extrémité, je vais piquer ici à 1 cm. Et idem de l'autre côté. Les extrémités sont piquées. Maintenant, je vais le retourner sur l'endroit. Donc moi, j'aime bien plier le long de la marge de couture pour former un bel angle. Je tiens la marge et je pousse la matière. Voilà, pour reformer ces angles, je m'aide soit d'un poinçon, donc cette pointe métallique, pour pousser la matière et le faire ressortir joliment, soit d'un retourne-angle, il me semble que ça s'appelle comme ça, donc c'est fait pour, je glisse à l'intérieur et là aussi je repousse la matière. Au niveau des marges de couture que je viens de faire, je donne un petit coup de fer à repasser de façon à laisser son extrémité, enfin l'extrémité de la marge de couture ouverte. Et maintenant, je vais pouvoir épingler l'endroit de mon poignet sur l'endroit de mon bas de manche. Alors, je laisse ma manche sur l'envers. J'ai mis mon poignet sur l'endroit. Donc, attention, il y a bien un poignet droit et un poignet gauche. Et je vais donc maintenant pouvoir l'épingler sur l'endroit de la manche. Donc, au niveau des plis, ici, le poignet se positionne bord à bord. Donc, je fais correspondre la couture de côté du poignet avec le bord de ma fente. Et là, je laisse la marge de couture ouverte. Donc j'épingle bord à bord. Je fais correspondre les différents crans. Donc je retrouve notamment ici les deux crans qui correspondent à mes deux plis. Donc là, je suis bien endroit contre endroit. Et je continue sur tout le tour. Donc les longueurs sont identiques, donc ça va s'assembler sans problème. Je retrouve là le cran qui correspond à la couture de côté de ma manche. Et enfin, le cran qui correspond à l'extrémité de ma bande de fente indéchirable que je laisse déplier de ce côté-là. Donc le poignet à ce niveau-là dépasse de 2,2 cm ici entre le cran et la fin, donc c'est normal. Donc je pique sur tout le tour à 1 cm en laissant bien ma marge de couture ouverte ici sur l'extrémité du poignet. Donc voilà mon poignet qui est assemblé, donc j'ai piqué ici. Ensuite au fer, j'ai plaqué la marge de couture vers le poignet. Et maintenant, je vais rabattre l'autre partie du poignet par-dessus la marge de couture que je viens de créer. Alors pour épingler, ce sera plus facile de mettre la manche sur l'endroit. Donc je la retourne. Et je retrouve donc le pli que j'avais précédemment marqué, ici, qui me permet de faire rentrer l'intérieur du poignet. Et là, je viens tout juste recouvrir la couture que je viens de faire.
J'épingle. J'épingle sur tout le tour. Voilà, à l'extrémité, donc côté bande de fente dépliée, le poignet dépasse. Donc je continuerai ma surpiqûre à ce niveau-là pour terminer de marquer le décroché. Donc là, j'épingle soigneusement. Donc, tout se positionne à plat. Donc là, je peux mettre pas mal d'épingles. Ça va être important que tout le poignet soit pris dans la dernière couture qu'on va faire maintenant. Et pour réaliser cette dernière couture, je vais à nouveau remettre la manche sur l'envers. Ce sera plus facile puisque voilà, je vais positionner mon pied de biche ici sur l'endroit, à ce niveau-là, à 2 mm de la couture d'assemblage côté poignet, et je vais surpiquer sur tout le long en retirant les épingles avant d'arriver dessus pour avoir une surpiqûre bien nette. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma surpiqûre est faite. Donc en positionnant mon pied de biche ici, voilà, ça a bien pris toutes les épaisseurs de l'autre côté grâce au bon épinglage. Et maintenant, je vais pouvoir positionner ma manche sur son emmanchure correspondante. Donc j'ai bien une manche droite et une manche gauche. Alors j'ai commencé par mettre ma manche sur l'endroit, mon buste sur l'envers, et je vais glisser ma manche à l'intérieur pour positionner mes pièces endroit contre endroit et venir les faire correspondre en les mettant bord à bord. Donc je commence par faire correspondre les coutures de côté, côté de manche avec côté du buste. Je positionne mes pièces donc bien endroit contre endroit et je mets mes épingles côté manche. Donc je fais correspondre ces coutures. Les marges de couture sont en quinconce. Et première chose, je vais faire correspondre les différents crans en faisant tout le tour de la manche. Donc je commence par retrouver ici le cran du dos. Je ne tire pas sur les fils de fronce pour le moment. Là, j'ai le cran de la tête de manche qui correspond avec la couture de l'épaule. Ici, je retrouve mon cran double qui correspond au devant. Et voilà. Alors, entre ces différentes épingles, je vais faire correspondre les longueurs. Donc là, je peux commencer par tirer légèrement sur mon fil de fronce. Donc l'idée, c'est pas de froncer, mais bien d'absorber l'embut. Donc l'embut, c'est le fait que lorsque deux lignes doivent s'assembler, l'une est plus longue que l'autre. Donc là, c'est le cas de l'arrondi de la tête de manche, simplement pour former justement un bel arrondi. Donc je répartis soigneusement la matière entre mes deux épingles, donc à l'aide de ce fil de fronce qui va permettre de regrouper la matière justement. Et une fois que c'est bon, là je positionne plus d'épingles et autant que je souhaite. Ça m'aidera à piquer plus joliment. Et donc je positionne bien ma manche bord à bord sur mon emmanchure. Donc là, idem de l'autre côté. Donc je tire sur le fil de fronce, je répartis le volume de façon à ne pas créer de fronce. Et j'épingle. En bas, là, je n'ai pas de fil de fronce. Je
peux avoir mais je n'ai pas d'embu non plus. Je peux avoir l'impression que ma manche est plus grande que mon emmanchure, pardon. C'est simplement dû au fait que mon emmanchure a été bloquée à l'aide d'un droit fil thermo. Donc là, on en voit toute l'utilité. Si je n'avais pas bloqué cette ligne, clairement, elle se serait déformée à la couture. Donc là, j'appuie simplement délicatement pour positionner ma manche bien à plat et bord à bord, puisque elle aussi a tendance à se déformer. Et je fais simplement correspondre les longueurs pour l'épingler soigneusement sur tout le tour. Voilà, je termine cet épinglage précis sur tout le tour de mon emmanchure et ensuite je vais pouvoir piquer à 1 cm. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma manche a été piquée. Donc je n'ai pas créé de fronce, mais simplement l'embu permet de donner un bel arrondi à cette tête de manche. Ensuite, on va réaliser une finition sur la marge de couture que je viens de faire. Et alors là, moi je l'ai surfilé, c'est ce qui donnera le rendu le plus propre. Mais vous pouvez également réaliser un point zigzag à la machine à coudre classique et ensuite recouper la bordure, recouper les effilochures, ou bien encore recouvrir cette marge de couture d'un biais fin. Pour réaliser le col chemise, je vais positionner mes deux cols endroit contre endroit, de façon à mettre la ligne la plus longue bien bord à bord. J'épingle et ensuite je vais piquer sur cette même ligne à 1 cm. Et une fois que mes deux cols ont été assemblés, j'ai ouvert la marge de couture au fer, donc ça permettra un meilleur positionnement de ces deux épaisseurs de col. Ensuite, je vais fermer les extrémités, donc je vais replier mon col endroit contre endroit, comme ceci. Et là, je vais piquer à 1 cm, donc pareil des deux côtés. Et ensuite, une fois que la couture a été faite, j'ai repiqué à tout petit point de part et d'autre de chaque angle, ici, donc d'un seul tenant. Ça permettra de mieux solidifier cette pointe. Ce qui va me permettre également de dégager cette marge de couture, de dégarnir plutôt. Donc je la recoupe bien de moitié. Uniquement de part et d'autre de la pointe. Ça permettra d'avoir un plus bel angle ici. Pour retourner mes angles, moi j'aime bien toujours plier selon les coutures. Voilà, ça préforme l'angle. Et ensuite, je viens pousser cette matière pour retourner mon angle. Et enfin, je m'aide d'un retourne-angle, par exemple, donc ce petit outil qui permet là aussi de pousser la matière et donc d'obtenir un bel angle. Je travaille un petit peu au fer si besoin. Et ensuite, une fois que j'aurai repassé le tout, je vais pouvoir épingler ici bord à bord le côté ouvert de mon col. Je fais correspondre l'écran. J'épingle. Et ici, je vais simplement piquer dans la marge de couture, c'est-à-dire je vais glacer les deux épaisseurs de façon à les maintenir bien superposées. Pour le col froufrou, j'ai commencé par reporter la future ligne de couture qui se trouve sur le patronage. Donc on aperçoit ici. Donc pour la reporter, alors je me suis aidée d'un papier carbone. Donc comme ceci, il en existe de différentes couleurs et d'une roulette. Ça aurait pu suffire, mais comme ça se voyait peu à l'écran, j'ai repassé ensuite avec un crayon craie. Donc à vous de choisir la méthode que vous préférez. Ensuite, je vais plier chaque extrémité de mon froufrou endroit contre endroit. J'épingle et je vais piquer
sur la ligne que je viens de reporter. Et une fois que c'est piqué, je vais pouvoir diminuer la marge de couture de moitié, environ, pour ensuite retourner mon froufrou sur l'endroit. Donc là, je vais pouvoir repasser, pourquoi pas, au niveau du pli, donc qui se trouve sur toute la longueur de mon froufrou, puisque je vais positionner les deux extrémités de mon froufrou ici, bord à bord. Ensuite, à ce niveau-là et sur toute la longueur, je vais piquer 2 fils de fronce et parallèles dans la marge de couture de 1 cm. Je ne veux pas froncer pour le moment, mais ils me serviront dans un deuxième temps, donc à froncer. Donc un fil de fronce, on l'obtient avec un point très très long, une tension du fil très très faible et pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Et une fois que mes fils de fronce sont piqués, donc comme ici, je ne fronce pas pour le moment, je froncerai simplement au moment d'assembler mon froufrou sur mon pied de colle. Sur la ligne du bas d'un des deux pieds de colle, j'ai piqué une ligne de point à 9 mm et ensuite j'ai précassé sur cette même ligne mais à 1 cm. Donc la ligne de point, elle va me permettre de précasser plus uniformément, plus facilement et en même temps elle restera invisible puisque je précasse juste après cette ligne de point, donc à 1 cm. Pour l'option pied de colle seul, donc soit col chemise ni col froufrou, je vais positionner mes deux pieds de colle endroit contre endroit. Je fais correspondre les extrémités, je fais correspondre le cran ici du milieu. J'épingle, donc là je déplie le pli que je viens de précasser. Et je vais pouvoir piquer sur tout le tour d'un seul tenant à 1 cm. Donc je vais commencer ici, là je laisse mon aiguille enfoncée, je fais pivoter mon pied de colle, je pique tout le long et idem de l'autre côté, je laisse l'aiguille enfoncée, je pivote et je termine de piquer. Ensuite je pourrais diminuer les marges de couture de façon à dégager cet angle-là et celui-ci pour avoir tout simplement un bel angle qui se retourne plus facilement et sans surépaisseur. Donc je vais pouvoir recouper de moitié au moins la marge de couture ici et là. Ensuite je pourrais retourner mon pied de colle sur l'endroit, repasser soigneusement et continuer le montage comme si j'avais un col chemise ou un col froufrou. Et maintenant, je vais pouvoir épingler la ligne du haut du pied de colle qui a un côté précassé sur mon dessus de colle, du moins sur la partie, le côté du col qui se retrouvera sur le dessus. Donc je fais correspondre l'écran. J'en ai un là, un autre ici, je positionne bien bord à bord. Et là, aux extrémités, je dois laisser dépasser le pied de colle de 1 cm. Une fois que l'épinglage est terminé, je pourrais piquer à 1 cm. Pour la version col froufrou, je vais épingler la ligne du haut du pied de colle précassé sur l'endroit du froufrou au niveau des fils de fronce qui sont là. Donc je commence par faire correspondre le cran du milieu, hop, qui est ici. Là je positionne l'ensemble bord à bord et je mets une première épingle. Je retrouve ensuite un second cran qui est là, qui correspond avec un cran sur le froufrou. Et ensuite, aux extrémités, je vais laisser dépasser le pied de colle de 1 cm. Donc là, mon froufrou arrive 1 cm avant la fin du pied de colle. Entre ces différentes épingles,
je vais maintenant pouvoir tirer sur les fils de fronce de façon à froncer mon froufrou. Et donc de sorte que les longueurs se correspondent. Donc je pousse mes fronces jusqu'à l'épingle du milieu. Et je travaille de part et d'autre de ce milieu. Donc en tirant les fils d'abord d'un côté, puis de l'autre. Donc là, je le fais grossièrement pour le moment. Et maintenant, je vais pouvoir répartir mes fronces un peu plus finement. Donc je vais soit m'aider d'une épingle pour attraper le tissu et donc les répartir de façon plus uniforme. Soit je peux tout à fait utiliser mon poinçon, donc cette pointe métallique, voilà, qui me permet d'attraper le tissu, d'agripper le tissu sans l'abîmer. Et donc c'est plus facile pour répartir les fronces. Donc je les repartis entre deux épingles à chaque fois. Donc, je travaille tronçon par tronçon, c'est toujours la même méthode hein, pour les fronces. Et ici, je vais pouvoir maintenant positionner plus d'épingles de façon à maintenir mes plis bien répartis et mes tissus bien bord à bord. Et donc je pars du centre pour aller vers les extrémités et j'essaye de réaliser ces plis, enfin, d'avoir des plis uniformes vraiment jusqu'à l'extrémité du froufrou. Là j'épingle tout au bout. Ensuite, sur cette ligne, je vais pouvoir maintenant piquer à 1 cm pour assembler mon froufrou. Et tout en piquant, je peux garder mon poinçon sous la main pour, pourquoi pas, refaire une répartition des fronces qui soit encore plus régulière. Ici, que vous ayez choisi un col chemise ou un col froufrou, cette étape sera identique. Donc de l'autre côté de mon col assemblé avec un pied de colle, je vais positionner le deuxième pied de colle endroit contre endroit. Je fais correspondre l'écran, je positionne toutes mes pièces bord à bord. Et ensuite, aux extrémités, je fais également correspondre les deux pieds de colle en ouvrant ici le pli que j'avais marqué. Sur toute cette ligne et d'un seul tenant, je vais pouvoir ensuite piquer à 1 cm. Hop, donc je vais commencer sur le bas du pied de colle. Ici, je pique à 1 cm. Là, je laisse mon aiguille enfoncée. Je tourne mon col. Je pique ici tout le long à 1 cm. Et idem là, je laisse mon aiguille enfoncée. Je tourne et je termine ma couture. Et donc voilà mon deuxième pied de colle qui a été assemblé. Alors attention aux extrémités ici, au niveau de l'angle, il faut que la couture arrive pile sur la fin du col. Ce sera plus joli. Donc au besoin, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Vous laissez la première couture du bas à 1 cm du bord et là vous remontez jusqu'à arriver pile au niveau de l'arrêt du col. Il se peut qu'il y ait 1 ou 2 mm de décalage. Ensuite, je vais dégarnir cet angle. Donc là, assez généreusement. Mais pas plus bas que ça. Idem de l'autre côté. Hop. Et maintenant, je vais le retourner sur l'endroit et je vais repasser toutes mes épaisseurs. Alors que vous ayez choisi de poser un pied de colle seul, un col chemise ou un col froufrou, les étapes à venir seront identiques.
Alors la première chose à faire, ça va consister à tracer la future ligne de couture à 1 cm du bord, au niveau des extrémités du pied de colle qui n'est pas précassé, et également sur le haut de la patte de boutonnage qui a été assemblée sur la robe. Donc je vais m'aider d'une règle japonaise, d'un stylo effaçable. Vous pouvez aussi utiliser une craie ou autre, mais je vous recommande quand même plutôt un stylo effaçable pour être sûr que ça parte ensuite au repassage. Et ici, sur le côté du pied de colle, donc comme je l'ai déjà fait là, j'ai tracé ma future ligne à 1 cm. Je pose bien ma règle 1 cm et je trace, pourquoi pas, des petits pointillés sur environ 3 cm de longueur. Idem de l'autre côté, bien sûr. Et comme je le disais, idem également au niveau de la patte de boutonnage. Donc ma patte de boutonnage est ici. Donc à ce niveau-là, au niveau de son extrémité, je pose ma règle de façon à poser le centimètre sur la bordure. Et là, en face, je trace. Donc là, j'ai une ligne quasiment droite. Donc idem, je trace sur environ 3 cm. Et pareil sur l'autre patte de boutonnage. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus délicate puisque c'est important de bien positionner les extrémités du pied de colle. Maintenant, je vais pouvoir faire correspondre ces lignes en positionnant mes pièces bord à bord. Donc avant toute chose, je vais ouvrir la marge de couture du côté du pied de colle, puisque je ne vais n'épingler qu'une seule épaisseur de mon pied de colle et de ma marge de couture. Donc je positionne les extrémités parfaitement bord à bord, c'est-à-dire que la couture de côté du pied de colle doit parfaitement correspondre avec l'extrémité de ma patte de boutonnage. C'est vraiment ça qui va être crucial pour avoir un beau montage de colle. Donc là, je les fais correspondre parfaitement, elles sont au même niveau. Je peux mettre une première épingle, à condition bien sûr que mes lignes se superposent. Donc là, j'ai deux choses à vérifier. La première, c'est que les lignes tracées soient au même niveau. Et la deuxième, c'est que les extrémités arrivent également au même niveau. Je peux commencer à positionner quelques épingles. Et ensuite, je pourrais vérifier avant de piquer que tout est bien mis comme il faut. Donc là, pareil, je continue à faire correspondre mes lignes qui doivent se superposer, donc sur les 3 cm environ où elles ont été tracées. Et idem de l'autre côté. Donc pour le moment, je ne m'intéresse qu'aux extrémités de mon col. On verra ensuite pour le reste du pied de colle. Donc là, je me mets bien à plat. Donc idem, j'ouvre la marge de couture du côté, je superpose mes lignes, je fais parfaitement correspondre mes extrémités et j'épingle. Une fois que mon épinglage est OK, je vais piquer sur environ 3 cm de long, uniquement à chacune des deux extrémités de mon pied de colle. Et donc voilà ma couture qui a été faite. Donc je n'ai bien pris qu'une seule épaisseur ici de la marge de couture du côté de mon pied de colle. Maintenant je vais vérifier que tout tombe bien et notamment vérifier qu'ici le pied de colle a bien été piqué jusqu'à l'extrémité de la patte de boutonnage. Donc si besoin, je peux bien sûr m'y reprendre à plusieurs fois, donc je découpe, je recommence. Ensuite, donc là, le pied de colle est piqué aux deux extrémités. Bien, tout simplement, je vais faire correspondre les différents crans sur le reste du pied de colle.
j'épingle et je vais piquer maintenant de part en part pour terminer de fixer mon pied de colle. Donc ici, à noter que j'ai un cran qui correspond à la couture de l'épaule. Donc je positionne ce pied de colle bien bord à bord et je termine de piquer à 1 cm. Donc voilà mon pied de colle qui est maintenant assemblé de part en part sur mon encolure. Maintenant, je vais pouvoir réduire de moitié la marge de couture du dos uniquement, donc sans toucher à la marge de couture du pied de colle, et uniquement entre les coutures des épaules. Donc ça va me faire recouper le droit fil thermo que j'avais posé sur le dos, mais c'est pas très grave puisque la couture que je viens de faire a permis de bloquer. Donc même sans le droit fil, vu que la couture est faite, ça y est, mon dos est bloqué. Donc je recoupe cette marge de couture de moitié, donc sans recouper celle du pied de colle. Et maintenant, je vais pouvoir au fer plaquer la marge de couture que je viens de faire vers le pied de colle. Et maintenant, je vais pouvoir rabattre l'autre pied de colle, donc celui qui a été précassé par-dessus. Et je vais recouvrir la couture que je viens de créer pour même la dépasser de 2 mm. Donc c'est assez précis. Il faut être précis à ce moment-là pour avoir un joli rendu. Alors ensuite, mes épingles, je vais les mettre à l'endroit de ma future couture et dans le sens inverse du sens dans lequel je vais piquer. Et donc ici, je vais piquer en positionnant mon pied de biche ici sur l'endroit du tissu et je vais piquer dans le sillon de la couture d'assemblage du pied de colle. Donc mes épingles, je vais positionner leur tête orientée à l'inverse, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc là, je superpose, je fais dépasser mon pied de colle de la couture de 2 mm, j'épingle et de l'autre côté, je dois en principe arriver précisément dans le sillon là, de la couture d'assemblage du pied de colle. Donc là, c'est bon. Aux extrémités, je vais pouvoir dégarnir la marge de couture du côté du pied de colle, donc sans recouper les coutures. Voilà, et je vais m'appliquer pour bien faire rentrer l'extrémité du pied de colle ici. Donc là, je rentre la marge de couture qui a été piquée. J'écrase. Et ensuite, je retrouve le pli que j'avais marqué avec la couture d'ailleurs réalisée à 9 mm. Et je rentre l'ensemble. Et là, je dois donc dépasser la couture faite précédemment de 2 mm. Donc une fois que c'est bon, j'épingle. Donc je positionne beaucoup d'épingles, vraiment beaucoup d'épingles. Et à chaque fois, je fais vérifier, tronçon par tronçon, qu'elles arrivent bien toutes ici dans le sillon dans lequel je vais piquer. Donc je continue cet épinglage très précis et très méticuleux sur tout le tour. Et ensuite, je pourrais piquer donc en me mettant sur l'endroit de mon col. Je pique dans le sillon et je retire chaque épingle juste avant d'arriver dessus. Et donc voilà ce que ça donne une fois que la couture est faite. Donc grâce à la bonne préparation, elle tombe très bien sur toute la longueur. Elle est très jolie, très propre. Et de l'autre côté, je suis bien dans le sillon.
Les extrémités sont jolies également, donc ça me convient. Donc vraiment, je vous invite à prendre le temps de bien préparer vos pièces avant de les piquer. Vous verrez que ça va vous assurer quasiment à 100% la réussite de la couture. Et donc même les étapes qui peuvent paraître compliquées, à partir du moment où elles sont bien préparées, après, ça va tout seul. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser mes boutonnières ou poser mes boutons pression. Alors par convention, pour la femme, on ferme toujours en positionnant le côté droit par-dessus le côté gauche. Donc je vais pouvoir réaliser des boutonnières verticales sur le côté droit. La première se situe au niveau du repère que j'avais reporté, ou environ. La seconde se situe juste au-dessus de la couture de la taille, donc par ici. Donc sa longueur va dépendre de la longueur de mon bouton, hein, bien sûr. Ensuite, entre ces deux-là, donc j'en ai une ici. Donc là, je marque le centre des boutons. Un ici, un là. Je vais mesurer cette distance au milieu des deux. Je pourrais en positionner un autre. Donc là, j'ai 16. Donc je le place à 8 et centré sur ma patte de boutonnage. Et ensuite, tous les 8 cm, je vais pouvoir positionner d'autres boutons sur toute la jupe. Donc j'en ai 3 en haut et a priori 6 en bas. Et je vais m'arrêter à 3-4 cm environ du bas de la jupe. Et donc une fois que j'ai réalisé mes boutonnières, je couds les boutons en regard. Et donc voilà mes boutons qui ont été posés. Donc moi j'ai choisi des boutons pression, donc j'en ai bien 3 sur le buste et 6 sur la jupe. Maintenant je vais pouvoir poser ceux des poignets. Et sur les poignets, j'ai posé un bouton pression donc centré sur la largeur de la patte et à 1,5 cm du bord. Et de l'autre côté, il se situe environ à 2 cm du bord puisque les deux poignets doivent se superposer sur 3 cm. Si vous avez choisi de réaliser des boutonnières, je vous recommande plutôt de les faire horizontalement, donc comme ceci, de façon à mieux bloquer le poignet une fois boutonné. Pour les jupes B et C, qui sont donc déjà élastiquées à la taille, on va pouvoir rajouter une ceinture amovible, donc on va réaliser ici. Donc j'ai ici mon morceau ceinture dos et à chaque extrémité, je vais pouvoir épingler puis piquer endroit contre endroit une ceinture devant. Donc je fais correspondre les extrémités, je mets mes deux morceaux bord à bord, j'épingle et je viendrai ensuite piquer à 1 cm. Donc pareil de l'autre côté. J'épingle et je pique à 1 cm. Et ensuite, une fois que mes coutures ont été faites, je les ai ouvertes au fer. Maintenant, je vais pouvoir plier ma bande endroit contre endroit et je positionne les deux extrémités bord à bord. J'épingle, donc là je retrouve des crans, là je fais correspondre les coutures. Donc, je peux positionner quelques épingles. Donc j'épingle sur toute la longueur. Je fais correspondre ici les extrémités. Et sur cette ligne, je vais pouvoir piquer à 1,5 cm. Et ensuite, après avoir piqué, j'ai ouvert la marge de couture au fer tout en la répartissant sur toute la largeur de ma bande. Maintenant, je vais piquer ici, à chaque extrémité, à 1 cm du bord. Et une fois que c'est piqué, je vais réduire de moitié les marges de couture aux extrémités.
Ensuite, environ sur le milieu de la ceinture, je vais découdre ici quelques points, donc à l'aide d'un découpe-vite. Donc sur, je sais pas, 5-6 cm pour être à l'aise. Et soit à l'aide d'un retourne-biais, soit donc comme ceci, soit à l'aide d'une épingle à nourrice par exemple, je vais aller attraper l'extrémité de ma ceinture de chaque côté pour retourner l'ensemble de la ceinture sur l'endroit. Et enfin, une fois que ma bande a été retournée sur l'endroit, j'ai soigneusement fait ressortir les angles à l'aide d'un poinçon. J'ai repassé la bande en centrant la couture, ici, donc en son milieu, et j'ai refermé l'ouverture que j'avais créée en réalisant une couture nervure, c'est-à-dire une couture positionnée à 2 mm du bord. Et voilà, votre robe est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la coudre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!